Monsieur Sidia Bayo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le leader du CNTG, le Conseil national pour la transition en Gambie. Vous venez de passer quelques jours de détention au Sénégal suite à la tentative de coup d'État raté contre le président gambien Yaya Jammeh. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Je vais rectifier déjà votre question parce que je ne viens pas de subir de la détention comme on a pu le dire dans les médias, mais c'était une rétention administrative. Concrètement, c'est quoi la différence? Il n'y a pas une saisie au niveau du procureur de la République, le ministère de la Justice n'a pas été saisi, donc ce n'est pas une détention, ce n'était pas une garde à vue, mais c'était ce qu'on appelle une rétention administrative en attente d'être expulsé d'un territoire suite à des propos ministériels disant que je procédais à des actions subversives. Ce qui n'a pas été le cas, mais je pense qu'il y a une procédure qui est en cours avec les vrais auteurs de ce coup d'État qui sont aujourd'hui arrêtés aux États-Unis, M. Thierno Ndiaye Papa Fall, qui est un ancien de la US Air Force, et on verra, suite à la décision de la justice américaine, s'il y a lieu de parler même de coup d'État manqué, parce qu'il y a des éléments qui nous prouvent tout à fait le contraire. Mais je pense que la justice américaine apportera les éléments nécessaires et l'opinion sénégalaise et internationale verra à ce moment-là qu'effectivement, je n'ai joué aucun rôle par rapport à ce coup d'État et je rectifie aussi sur le fait que je n'ai jamais revendiqué ce coup d'État. J'ai fait un appel à l'armée, un appel citoyen. J'ai fait un appel en tant que leader politique, effectivement, d'un Conseil national de transition pour la Gambie, qui est un organe de politique de transition, pour provoquer la fin du régime de Yaya Jammeh. Mais comment s'est passé votre garde à vue dans les locaux de la police sénégalaise? On a parlé notamment de l'évanouissement dont vous aurez fait l'objet et aussi à un moment on avait dit qu'il n'avait plus de passeport, on essaie de régler. Comment s'est passé exactement? Oui, ça c'est des détails je pense qu'aujourd'hui qui n'ont pas trop d'importance dans la mesure où en réalité il n'y avait pas lieu de procéder à une garde à vue parce qu'une garde à vue concrètement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Dans tous les pays du monde, je crois qu'il y a un droit international, on doit respecter 72 heures. C'est la durée légale d'une garde à vue. On doit respecter ce laps de temps pour pouvoir être présenté à un procureur de la République. Ça n'a pas été le cas. J'ai des avocats qui ont dénoncé cette mesure illégale de garde à vue, dont Maître Abdoulaye Tine, Maître Bamba Sissé et Maître Hassan Dioma Ndiaye. Mais malgré tous ces appels et malgré la dénonciation de mes avocats à l'égard de l'État du Sénégal, il n'y a pas eu d'entente à ce niveau-là. Après, il y a une saisie au niveau de la Cour suprême parce qu'effectivement, j'avais ce droit-là, donc on l'a saisi. Mais malgré tous ces recours-là, l'État du Sénégal, je pense, a privilégié, on va dire, cette histoire de bon voisinage, des relations ancestrales avec la Gambie, etc., etc. Je ne reviendrai pas sur mon passé et sur mes relations avec l'État du Sénégal parce qu'elles ont toujours été assez cordiales, conviviales et même, j'irai même plus loin. J'ai bénéficié de quelques faveurs que je ne déclarerai pas ici vis-à-vis de l'État du Sénégal. Mais à ce moment-là, je pense que les tensions étaient tellement hautes que l'État du Sénégal a pris la décision de me notifier une mesure d'expulsion. Quel était votre statut au Sénégal? Je vais vous répondre très directement. Je n'ai jamais eu le statut de réfugié politique ou d'asile politique comme on a bien voulu l'entendre, ou on a bien voulu le faire croire à l'opinion internationale. Je suis ressortissant français et ressortissant gambien. J'ai un passeport gambien, j'ai une carte d'identité gambienne. Donc, dans cette mesure-là, je peux circuler librement dans l'espace de la CEDEAO et la Gambie est membre de la CEDEAO. Donc à partir de ce moment-là, je ne suis pas en situation irrégulière comme on a voulu le faire croire aussi à un moment donné. Et pour justifier ma mesure, la notification d'expulsion,
vers la France. Donc il y a eu beaucoup d'amalgame dans cette histoire et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important pour moi de clarifier certaines choses. Donc j'ai jamais bénéficié d'un statut de réfugié politique au Sénégal. Je n'ai jamais eu d'accord direct avec l'État du Sénégal. Je n'ai jamais signé un papier en bonne et due forme avec l'État du Sénégal. Mais c'est vrai qu'il y a eu, j'ai été convoqué par la sûreté urbaine. Il y a eu un procès verbal où on m'a demandé de respecter certaines choses. Et je voulais rappeler aussi à l'État du Sénégal qu'en tant qu'opposant politique, j'ai un droit d'opposition que j'ai le droit d'exercer partout où je me trouve. Maintenant, libre à chaque pays d'accepter ce droit d'opposition. Ce qui a été dit entre les autorités sénégalaises et ma personne restera entre les autorités sénégalaises et ma personne. Mais dans mon droit d'opposition, j'avais le droit de faire un appel à l'armée gambienne, conformément à la résolution 1974 des Nations Unies qui autorise un peuple qui est opprimé à utiliser la force pour enlever son oppresseur. Et c'était mon appel dans la nuit du 29 décembre au 30... Pour rentrer dans les détails, quand vous dites « je refuse de dire, mais j'ai bénéficié d'aide de l'État du Sénégal », est-ce que ce n'est pas en quelque sorte mettre en mal le Sénégal et son voisin direct qui est la Gambie? Je ne vous ai jamais dit que j'ai bénéficié de l'aide du Sénégal. Je vous ai dit que j'ai bénéficié d'une hospitalité des autorités sénégalaises. Attention, ça ne veut pas dire que là aujourd'hui j'ai eu les moyens nécessaires pour pouvoir préparer, parce que c'est... On va être clair, hein, j'ai eu aucun moyen nécessaire pour préparer quoi que ce soit à partir du Sénégal. Vu le voisinage, vu la proximité, comme vous l'avez dit, comme a dit Yaya Jammeh, si un coup d'État devait venir en Gambie, ça va forcément passer par le Sénégal, parce qu'il doit rentrer en Gambie, va forcément passer par le Sénégal. N'était pas un peu compliqué pour vous, résident au Sénégal, de faire cette sortie que vous avez faite à la veille ou au lendemain de cette tentative de coup d'État? Il faut qu'on recadre les choses comme on devrait le faire. Premièrement, il n'y a pas eu de coup d'État en Gambie. Yaya Jammeh a parlé d'actes terroristes. Moi, je parlerai de faire respecter le droit international. Je viens de vous le dire. Aujourd'hui, la Gambie, comme le Sénégal et d'autres pays qui ont condamné ce coup d'État, comme les États-Unis par exemple, tous ces pays-là font partie de la gouvernance mondiale et tous ces pays-là font partie des Nations Unies. On a le droit d'utiliser le droit international pour arrêter un régime comme celui de Yaya Jammeh. Yaya Jammeh, ça fait 20 ans qu'il viole tous les droits de l'homme, on le sait. Yaya Jammeh, ça fait 20 ans qu'il ne respecte pas la Constitution. Mais est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même quand vous dites j'ai appelé l'armée à faire une insurrection, Yaya doit partir, et vous aujourd'hui vous soutenez la même thèse de Yaya Jammeh disant qu'il y avait un acte terroriste et non une tentative de coup d'État? Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire de votre part? Qu'est-ce que c'est un terroriste? Vous parlez d'opération terroriste. Vous savez c'est quoi un acte terroriste? C'est un acte de terreur vis-à-vis d'une population. C'est exactement ce que Yaya Jammeh fait. Vous parlez de terroristes, des gens qui veulent arrêter un terroriste. On va être clair. Le terroriste, je pense que c'est Yaya Jammeh. Yaya Jammeh, 4000 victimes, qu'est-ce que c'est? Yaya Jammeh, je vais vous rappeler, on va rappeler quelques faits parce que c'est très très important. Ça fait 20 ans que Yaya Jammeh fait disparaître des Gambiens, fait disparaître des ressortissants étrangers. Je vous rappelle, il y a 44 Ghanéens qui ont disparu il y a à peine 5 ans. Il y a 2 Sénégalais qui ont été exécutés en Gambie en ayant utilisé la peine de mort. Il y a eu 9 exécutés en 2012 et la raison pour laquelle le CNTG a été créé en septembre 2012. Tout ça, c'est des actes de terreur. Aujourd'hui, Yaya Jammeh sait très bien que le monde est en train de combattre le terrorisme. Il joue avec les mots. Le Sénégal sait très bien que Yaya Jammeh n'est pas un président démocratique. Le Sénégal le sait. Et je vais vous dire une chose. Ça fait 2 ans que je fais des va-et-vient au Sénégal. Je n'ai jamais revendiqué quoi que ce soit. On m'a posé plusieurs fois la question, est-ce que vous allez utiliser le Sénégal comme base arrière? J'ai bien expliqué plusieurs fois aux autorités sénégalaises, aux journalistes sénégalais et je dirais même aux médias internationaux que je ne suis pas au Sénégal pour préparer quoi que ce soit. Ça, je l'ai déjà dit. Et j'ai même été plus loin. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai dit que j'étais un opposant ambulant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'utilise pas simplement le territoire sénégalais pour faire passer notre message pour arrêter la dictature de Yaya Jammeh. Donc vous ne pouvez pas parler d'actes terroristes sur des gens qui essaient de rétablir un état de droit en Gambie. C'est ce qui a été fait.
Moi, aujourd'hui, ce que j'ai demandé à l'armée gambienne, c'est de faire respecter ce droit international qui a été voté par le Sénégal, qui a été voté par la Gambie et toute cette gouvernance mondiale aujourd'hui qui défend les valeurs républicaines et qui défend un état de droit comme celui qui est au Sénégal, comme celui dont on a le droit en Gambie et comme celui qui a été défendu par l'OTAN en Libye et par d'autres. Quels sont vos rapports avec ces militaires qui ont, cette fameuse soirée, tenté de renverser le gouvernement de Yaya Jammeh? Je l'ai toujours dit, quand j'ai créé le CNTG, j'ai créé le CNTG avec deux branches, une branche politique et une branche militaire. D'accord? Un conseil national de transition pour n'importe quel pays. Je vais vous rappeler quelque chose. Au Sénégal, vous avez eu le 23 juin. À l'aube du 23 juin, si je me rappelle bien, Cheikh Tidiane Gadio, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères du président Abdoulaye Wade, avait prévenu Maître Wade de créer un CNT sénégalais si Abdoulaye Wade persistait dans sa volonté de changer la constitution. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces faits-là. Donc l'origine du régime de Macky Sall, en réalité, émane du même droit que nous réclamons en Gambie. C'est-à-dire, nous voulons rétablir un état de droit en évitant de violer notre constitution. Yaya Jammeh, en utilisant la peine de mort en 2012, il a voulu faire croire à l'opinion internationale que les 9 personnes qui ont été exécutées ont le droit d'être exécutés parce qu'ils ont commis des crimes de sang. Ce n'était pas vrai. C'était pas vrai. Il n'y en avait que 2 sur les 9 qui ont été exécutés. Donc en Gambie, c'est exactement la même chose. Le drame de la Gambie, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'opposants gambiens qui ont le courage politique. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quels sont vos rapports avec ces gens qui ont tenté de renverser le gouvernement de Yaya Jammeh? Mes rapports avec l'armée gambienne ont toujours été conviviales, ont toujours été directs et ne sont pas des rapports hypocrites comme ce qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le cas de la Gambie. Vous dites que je ne réponds pas à votre question. Je réponds à votre question parce que ce que je suis en train de vous dire, vous m'avez coupé. Le problème du Sénégal, le 23 juin, est exactement le même problème que les Gambiens ont eu avec Yaya Jammeh. Mais notre problème à nous, c'est que ça fait 20 ans que ça dure. Vous avez connu le président Wade pendant 12 ans. Vous connaissez un régime démocratique. Nous défendons des valeurs qui sont démocratiques contre un régime militaire et autoritaire. Donc là, aujourd'hui, vous voulez savoir quelles sont mes relations avec l'armée gambienne, si j'ai une quelconque implication dans ce coup d'État, je vous dis non. Je vous dis non. Il y a des auteurs qui ont été arrêtés aux États-Unis. Ils sont en train d'être jugés. Je ne vais pas faire le travail de la justice américaine ici. Ce n'est pas à moi de vous répondre. Est-il vrai que ces gens ont été arrêtés sur le territoire sénégalais? Ça, je ne sais, j'ai aucun élément, puisqu'au moment où ils ont été arrêtés, j'étais moi-même en train de défendre la thèse d'une quelconque revendication d'un coup d'État sur ma personne. Donc, je n'avais pas le temps d'aller faire le travail de la justice américaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme vous, à ma sortie du Sénégal, j'ai lu beaucoup de choses, qu'ils ont été arrêtés à leur arrivée à Washington. Papa Fall, c'est un ancien de l'armée américaine. D'accord? Thierno Ndiaye, c'est un homme d'affaires américain. Ces gens-là, d'après ce que j'ai lu dans la presse, avaient des relations avec des Gambiens, militaires et autres. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a une procédure en cours. On verra la vérité sur ce dossier. Monsieur Bayo, n'est-il pas suicidaire de penser qu'un petit groupe de 7 à 8 personnes, comme on a dû l'apprendre dans la presse, puisse faire un coup d'État contre un régime? Je ne sais pas de quelle presse vous parlez, parce que les chiffres qui me sont parvenus me donnent le double de ce que vous avancez, à savoir une quinzaine d'éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 choses dans la nuit du 29 décembre au 30 décembre. Il y a eu, je pense, un écho de mon appel à l'armée gambienne, qui a provoqué une mutinerie. Et c'est là que j'ai déclaré dans la presse sénégalaise, et puis qui a été repris après par la presse internationale, que j'ai demandé à l'armée de renverser Yaya Jammeh. Ça, je l'assume, mais je ne suis pas l'auteur du coup d'État. C'est là qu'il y a l'amalgame, et c'est là que je pense qu'il faut essayer de comprendre la différence entre mon appel et le coup d'État qu'il y a eu.
quand j'ai demandé à l'armée de prendre ses responsabilités et de faire respecter le droit international en vue de l'oppression que les Gambiens sont en train de connaître, à quelques heures d'intervalle, il y a eu ce fameux groupe des États-Unis, à peu près une quinzaine d'éléments, des anciens gradés de l'armée gambienne, plus des anciens gradés de l'armée américaine d'origine gambienne, dont ce fameux Papa Fall, qui est un ancien de la US Air Force, qui a été arrêté par le FBI à Washington. Ce groupe-là est venu se greffer à la mutinerie qu'il y a eu à la State House, à la présidentielle gambienne. Et ça, il faut bien comprendre cette différence. Et c'est là qu'il y a eu confusion. Et c'est là qu'on peut peut-être parler de coup d'État manqué. En réalité, c'était une mutinerie entre les forces loyales de Yahya Jammeh et ceux qui voulaient renverser le régime de Yahya Jammeh. Et c'est pour ça que mes avocats et d'autres responsables des droits de l'homme au Sénégal, je pense notamment à Seydi Gassama d'Amnesty International ou d'Alioune Tine, ont déclaré que Bayo n'était pas l'auteur du coup d'État, peut-être qu'il faisait allusion à cette histoire. Mais je ne pense pas que l'opinion internationale a compris ce qui s'est réellement passé en Gambie. Il y a eu deux choses dans la nuit du 29 au 30 décembre. Il y a eu la mutinerie suite à mon appel et il y a eu le coup de force du groupe des Freedom Fighters que j'ai appris après ma rétention administrative au Sénégal. Quand je suis rentré en France, j'ai appris que ce groupe-là se faisait appeler les Freedom Fighters. Donc entre la nuit du 29 au 30, et ma rétention administrative du 2 janvier, je n'ai pas eu le temps d'avoir assez d'informations pour pouvoir communiquer. Mais là, aujourd'hui, je profite de l'occasion pour vous dire, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mutinerie. Ils sont devenus ces gens du Freedom Fighters. Un coup de force. Ben, comme vous, je n'ai pas de relation particulière avec ce groupe-là parce que je ne les connais pas. Je ne connaissais aucun élément de ce groupe-là. Mais ce que j'ai appris, effectivement, c'est qu'ils se sont greffés à la mutinerie qu'il y a eu dans la nuit du 29 au 30 décembre. Et c'est là qu'il y a l'amalgame et c'est pour ça qu'on parle de confusion, c'est pour ça qu'on parle de coup d'État manqué, c'est pour ça qu'on parle de beaucoup de choses. Mais en réalité, c'est cette confusion-là qui a malheureusement avorté l'action militaire de l'armée gambienne pour renverser le régime de Yahya Jammeh. C'est ça la réalité. En 2006 déjà, on parlait de tentative de coup d'État contre la personne de Yahya Jammeh. Et dans ce coup d'État, il y a eu, selon Yahya Jammeh et en croire des sources sécuritaires, l'implication directe ou indirecte du Sénégal, notamment l'exfiltration de Lantombon Tamba et de ses comparses. Aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il n'y a aucune porte de sortie de la Gambie sans passer par le Sénégal, et vous, Bayo, appelant à une insurrection, un renversement du gouvernement de Yahya Jammeh au Sénégal, n'y a-t-il pas un jeu trouble du Sénégal? En 2006, déjà, ce n'était pas Lantombon Tamba, c'était Ndour Thiam, le colonel Ndour Thiam. Lantombon Tamba, c'est en 2009. Il faut faire attention à ne pas confondre les deux généraux. Il y en a un aujourd'hui qui est peut-être mort, disparu, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Je parle du colonel Ndour Thiam. Et il y en a un autre qui a été arrêté et qui a été condamné à la prison à vie, c'est Lantombon Tamba. À ma connaissance, le Sénégal n'a jamais été impliqué de près ou de loin dans une tentative de putsch en Gambie. Il y a des éléments qui sont assez sérieuses et de sources militaires gambiennes et même autres renseignements extérieurs à la Gambie qui nous prouvent aujourd'hui que le Sénégal n'a jamais été impliqué dans un coup d'État en Gambie. On va être très pragmatique. L'armée sénégalaise, c'est quasiment 5 à 6 fois l'armée gambienne. Je pense que si le Sénégal a une envie d'utiliser son armée contre celle de la Gambie, ça fait peut-être, je dirais, 8 à 10 ans que le problème aurait été déjà réglé. Justement, le Sénégal ne veut pas faire ingérence. Et ça, j'ai des éléments assez plausibles pour me rassurer sur ce fait-là. Le Sénégal ne veut pas faire ingérence au problème gambien parce que le Sénégal a un problème d'intégrité territoriale avec la crise casamançaise qu'elle a bien que tant de mal à régler. Donc le problème de la Gambie, je pense, n'est pas dans l'ordre du jour. Si c'était le cas, je ne pense pas que j'aurais
fait preuve d'une mesure d'expulsion à partir d'une tentative, ou pour moi, pseudo-tentative de coup d'État dans la nuit du 29 au 30 décembre. Pouvez-vous expliquer que Yaya Jammeh, que vous décriez, qui ne serait pas aimé de son peuple, puisse régner sur ce même peuple-là pendant presque 20 ans et que toutes les tentatives de renversement par les armes aient échoué? Vous savez, en stratégie militaire, je peux même dire en sécurité militaire, puisque la Gambie c'est un régime militarisé, il a mis un système qui marche très très bien dans les régimes autoritaires, c'est diviser pour mieux régner. On a une armée qui est divisée, un peu comme dans le maquis avec la crise casamançaise, vous avez plusieurs factions. L'armée gambienne c'est exactement la même chose. Il a créé une armée ethnique, une armée républicaine, une armée loyale. Et son armée ethnique, qui est son ethnie, donc les Diola, c'est à peu près 400 à 450 hommes qui sont très proches de sa sécurité. Et à partir de là, c'est assez facile. On a parlé de trahison dans la tentative de putsch du 30 décembre. C'est assez facile de mettre des éléments pour provoquer des trahisons quand il s'agit d'une attaque extérieure comme celle-là, c'est celle qui a été le cas avec le groupe qui est venu des États-Unis. Donc il règne parce qu'aujourd'hui c'est son ethnie qui le protège, c'est son ethnie qui est le mieux armée, parce que l'armée gambienne c'est à peu près 6 000 hommes. Et sur les 6 000 hommes, à peine 10% sont armés. Les checkpoints en Gambie, les zones sécuritaires stratégiques du pays, vous avez beaucoup d'éléments qui nous laissent à croire qu'en réalité la sécurité n'est pas aussi accrue que celle on pourrait penser peut-être de l'extérieur. Ça, c'est des éléments que les forces sécuritaires sénégalaises et autres sont au courant. Mais après, dans la réalité, c'est autre chose. Mais Yaya Jammeh règne par la peur, ça tout le monde le sait. Maintenant, autour de lui, il s'est entouré d'hommes qui arrivent à le protéger et qui arrivent à avorter toutes ces tentatives de putsch. Mais en réalité, il y a eu une demi-douzaine de putsch. On parle de plus, mais c'est 5 à 6 putsch, pas plus. Maintenant, on verra. Mais de toute façon, c'est un régime qui est finissant. C'est un régime qui n'a plus d'avenir. C'est la fin d'un cycle, 20 ans de pouvoir d'un régime militarisé. L'histoire dans le monde nous prouve qu'en réalité, voilà, au bout de 15 ans, 20 ans, vous commencez à avoir des leurres et des envies dans la société civile. Et après, ça monte au niveau de l'armée. Et je pense que ce qui est arrivé en Gambie, c'est le début de la fin. Mais l'histoire nous dira... Vos interviews, vous êtes le neveu de Dabo. Aujourd'hui, vous me parlez de clans qui entouraient Yaya Jammeh et qui le protégeraient. Quand vous créez aujourd'hui un mouvement appelé Watosita en mandingue, qui veut dire « il est l'heure », n'est-ce pas aussi une manière de continuer cette clanisation de la Gambie? Comment voudriez-vous que j'appelle cette coalition? Parce que, étant moi-même d'origine mandingue, ayant été bercé dans cette langue vernaculaire, je ne parle pas Wolof. Si je parlais Wolof, peut-être que j'aurais utilisé symboliquement le terme en Wolof ou même en Peul ou autre, mais je n'ai pas ce problème ethnique ou tributaire, je n'ai pas ce problème-là. On l'a créé Watosita parce que Watosita, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est qu'en Gambie, 47% de la population est mandingue. Donc on a utilisé le terme mandingue parce que la majorité de la population gambienne parle mandingue et est mandingue. Ça aurait été une majorité Peul ou même Diola, on aurait utilisé ce terme-là pour que une majorité de la population puisse se reconnaître dans ce terme-là. Mais ce n'est pas autre chose, ce n'est pas ethnique, ce n'est pas tributaire, ce n'est pas autre chose. Simplement parce qu'on a utilisé une langue qui émanait de la majorité de la population, tout simplement. L'ancrage de votre mouvement au niveau local.
Au niveau local, le CNTG, comme je vous l'ai dit au départ, nous avons des membres émanant de la Gambian Armed Forces, des forces armées gambiennes, de la police et d'autres forces sécuritaires dans le pays. Et nous avons aussi des membres des 4 plus grands partis d'opposition locales et exilés. On a essayé de créer une synergie entre l'armée et la société civile, voire les partis politiques. Mais vous savez comme moi, au lendemain de cette tentative de putsch, tous les partis politiques gambiens, en tout cas les principaux partis politiques, ont tous condamné le coup. Ce qui est regrettable, parce que ce que les partis politiques gambiens ne comprennent pas, nous avons créé le CNTG, le Conseil national de transition pour la Gambie, il y a presque 3 ans maintenant, pour essayer de préparer la transition en Gambie. J'ai voulu, moi, à l'époque, créer une alchimie entre l'armée gambienne, en tout cas entre les gradés de l'armée gambienne et les responsables des partis politiques en Gambie. Malheureusement, il n'y a pas eu cette synergie, il n'y a pas eu cette alchimie pour pouvoir créer cette cohésion entre ces 2 corps-là. Mais l'ancrage, elle est sociopolitique, mais elle est aussi socio-militaire. Et la preuve en est, quand il y a eu l'appel, moins de 3 heures après, il y a eu la mutinerie. Ça a été préparé, ça a été calculé. Nous savions que Diamé était en voyage. Je l'ai assumé. Et aujourd'hui, je dois reconnaître que l'option principale du CNTG a toujours été d'utiliser la force conformément, comme je vous ai dit, au droit international. Mais à côté de cela, j'ai créé aussi un parti politique en exil qui s'appelle le Parti de l'Alliance démocratique gambien. Et j'aimerais aussi que la communauté internationale et cette gouvernance mondiale comprennent une chose, c'est qu'avant tout, je suis un démocrate. Et je n'exclus pas, à l'aube des élections présidentielles de 2016, de présenter ma candidature pour l'élection présidentielle en Gambie. Ça, c'est une option que nous avons mis sur la table bien avant cet incident du 30 décembre. J'ai cru comprendre aussi dans une de vos interviews que vous avez certainement donné à un confrère de la presse sénégalaise que le fait qu'on vous ait parachuté en quelque sorte à la tête de ce CNTG, c'est le fait que vous êtes francophone et que vous avez besoin de communiquer avec les États francophones qui entourent la Gambie. Est-ce suffisant pour vous légitimer? En fait, je l'ai toujours dit, légitimiser les actions du CNTG ou d'un autre groupe d'opposition ou d'un autre parti politique gambien, ça vient avec les actions crédibles. La Gambie, je dois le reconnaître, depuis 20 ans, on a une opposition qui manque de crédibilité aux yeux de la communauté internationale. Je vous rappelle quand même qu'en moins de 3 ans, le CNTG par ma personne a été reçu par l'Union européenne. On a été reçu par beaucoup de chancelleries dans la sous-région. On a eu beaucoup d'échanges avec l'Élysée. On a eu des échanges avec le Quai d'Orsay ici, en France. Bon, en étant franco-gambien, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études ici. Pour moi, il est tout à fait normal de chercher d'être légitime auprès des instances internationales, auprès des maillons forts de cette gouvernance mondiale. Aujourd'hui, quand on parle d'Union européenne, on pense à la France, à l'Allemagne. Quand on parle de l'Union africaine, on pense à certains pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, le Mali et d'autres. Et quand on parle d'instances internationales, bien qu'il est vrai que l'Union européenne n'est pas le maillon fort, je pense que c'est important de parler des Nations Unies. Et ça fait, je pense, une trentaine de fois, je parle à chaque fois de la résolution 1974, parce que moi j'ai un problème dans le cas de la Gambie, c'est qu'on parle de coup d'État quand on essaye d'enlever Yahya Jammeh. En Libye, est-ce qu'on a parlé de coup d'État? En Syrie, est-ce qu'on parle de coup d'État? En Tunisie, en Égypte et dans les autres pays du printemps arabe, est-ce qu'on a parlé de coup d'État? Non. Vous êtes aussi d'accord avec moi que tout renversement d'un régime n'est pas anticonstitutionnel. Mais ça, je vous devance. Est appelé coup d'État. Tout changement dans un pays, dans un régime autoritaire comme celui de la Gambie, on ne peut pas parler de coup d'État.
Un coup d'État, qu'est-ce que c'est? Moi, je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce que c'est un coup d'État? Comme il a dit le ministre de l'Intérieur, Daouda Diallo, le Sénégal ne peut pas accepter un opposant qui fomente un coup d'État. Moi, j'ai créé un coup d'État en Gambie. Vous l'avez assumé. Vous avez assumé la paternité. Je n'ai pas assumé la paternité, d'un coup d'État, parce qu'il n'y a pas eu de coup d'État en Gambie. Yahya Jammeh lui-même parle d'acte terroriste. Vous me parlez de coup d'État. Où vous sortez votre coup d'État? Vous savez c'est quoi un coup d'État? Un coup d'État, c'est entre les militaires et les politiques, et on arrive à un résultat. C'est le résultat du peuple, le résultat de l'armée, et le président, en règle générale, à 80%, chez un ancien militaire, il part. Ce n'est pas un coup d'État. Il n'y a jamais eu de coup d'État en Gambie. Je vous le dis pour la dernière fois, ce qu'on a voulu mettre dans la tête des Gambiens et de l'opinion internationale, les Gambiens ont le droit d'utiliser le droit international pour faire partir Yahya Jammeh. Ce n'est pas un coup d'État. Un coup d'État, c'est autre chose, c'est un régime autre. La majorité Est-il vrai aussi, M. Bayo, que vous avez été interpellé à votre descente d'avion à Paris et entendu par la police française? Je n'ai pas été interpellé. Ça, c'est des ragots, peut-être, je ne sais pas où est-ce que vous avez cette information. Je n'ai pas été interpellé. J'ai été accueilli. Comme quand je suis arrivé au Sénégal le 5 octobre 2014, j'ai été accueilli comme tout passager. C'est vrai que j'ai eu un accueil particulier parce qu'il y a eu plusieurs services des renseignements français qui m'attendaient et qui m'ont expliqué tout de suite, on veut juste vous entendre et vous allez ressortir libre. Voilà ce qu'on m'a dit. Et effectivement, en moins de 2 heures, on m'a posé certaines questions sur ce qui s'était passé et je suis ressorti libre et j'ai rejoint mon domicile parisien, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, le CNTG, pour la suite des événements en Gambie? Aujourd'hui, on est en train de dénoncer ce qui se passe en Gambie. Donc, on est sur une communication d'influence parce qu'à la suite de cette tentative de putsch, donc, il y a une trentaine de disparus, une trentaine de personnes arrêtées. Malheureusement, Yahya Jammeh a franchi un cap dans ses atrocités et dans sa dictature et dans sa tyrannie, puisque cette fois-ci, il a fait arrêter les parents des personnes qui ont participé à cette attaque. Il y a quelque chose d'assez déplorable, un garçon de 13 ans, dont son père, qui s'appelle Bailo, qui est un ancien officier de l'armée gambienne, a été arrêté. Il y a la mère de Moussa Sarr, qui a participé aussi à cette attaque, qui est une femme, une vieille dame de plus de 80 ans, qui a été arrêtée et portée disparue. Donc, il y a un émissaire des Nations Unies, qui est M. Chambers, qui s'est rendu en Gambie il y a quelques jours pour prendre mesure de la situation sur place. Donc, les forces politiques gambiennes, y compris le CNTG, a pris contact avec les Nations Unies et Ban Ki-moon directement pour essayer de les sensibiliser sur ce qui devrait être fait en Gambie afin d'éviter une guerre civile. Parce que le Sénégal et d'autres pays dans la sous-région, je ne pense pas qu'ils comprennent l'ampleur du problème gambien. Et le Sénégal, plus que les autres pays, je l'avais déjà dit, doit se servir de ce problème pour être une locomotive et créer une médiation avec Yahya Jammeh pour qu'il démissionne à l'aube des élections présidentielles.